Bien, donc, bonjour à tous, je suis le docteur Baptiste Carlier, je travaille à l'hôpital de semaine de cardiologie au CHU et je suis en deuxième année de formation de cardiologie interventionnelle. Alors, on m'a demandé de traiter un vaste sujet en un temps assez court qui est la question de savoir s'il faut dépister l'ischémie myocardique. Donc si on fait une réponse monosynaptique, on a vite tendance tous à répondre oui dans notre tête et on va essayer de voir que finalement c'est peut-être pas si évident que ça. Et donc, pour partir d'un point de départ, je vous propose de vous montrer mon activité de consultation depuis que je suis chef, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi. Je répertorie tous les patients que j'envoie en dépistage d'une ischémie myocardique. Donc globalement, vous pouvez voir que chez les patients symptomatiques, mon taux de rentabilité il est assez faible, à 13%. Chez les patients asymptomatiques qu'on va qualifier à très haut risque, voilà, mon taux de rentabilité est quasiment nul. Et puis j'arrive à dépister un petit peu de maladies coronariennes et de l'athérome avec d'autres examens dont on va parler rapidement, comme le score calcique coronaire ou la recherche d'athérome au niveau des troncs supraortiques. J'ai même 2 patients qui avaient un test d'ischémie normal dans les 12 mois, qui ont présenté un infarctus. Et donc, on fait le constat que finalement, la réponse, elle est peut-être pas si simple que ça. Alors, il faut bien partir d'un point de départ. Et le contexte, je vous propose de repartir en étant ancien de la cardiologie. Pour moi, ancien... On peut revenir au début aux années 85-90. Pourquoi ça? Parce que c'est à ce moment-là que finalement on a commencé à avoir des études sur le dépistage. Je grossis un peu le trait, mais à ce moment-là on connaissait 3 traitements en cardiologie, le cardégique, les bêta-bloquants et les pontages. Et bien finalement, la recherche de ischémie avec des tests comme l'épreuve d'effort ou le Holter ECG sur 24 heures, on montrait que les gens qui avaient de l'ischémie, ils avaient un pronostic péjoratif. On montrait aussi que le fait de traiter cette ischémie, on avait tendance à améliorer le pronostic de nos patients. Alors finalement, de quoi parle-t-on quand on parle d'un patient qui a un syndrome coronarien chronique ou une maladie coronarienne stable? Donc c'est les patients qu'on voit en consultation, c'est tous les patients qui, en dehors du contexte du syndrome coronarien aigu et de l'angor instable. Il peut s'agir de patients symptomatiques, de patients asymptomatiques, et on a aussi toutes les découvertes fortuites. Un peu plus dans le détail, il s'agit des patients stabilisés au-delà de la première année de l'infarctus, des gens qui ont un antécédent de revascularisation myocardique, des gens qui ont une ischémie documentée et stable, qu'on n'a pas forcément revascularisée, mais qu'on peut avoir juste traité médicalement, et puis la découverte de lésions asymptomatiques, avec notamment les lésions qu'on découvre au scanner, les évaluations prises à vie. Tout ça, c'est plus ou moins associé à la cardiopathie ischémique et à l'insuffisance cardiaque. Alors, est-ce qu'il faut dépister l'ischémie? Moi, j'aurais envie de vous répondre oui, mais uniquement si on a un impact thérapeutique, sinon ça ne sert à rien. Et l'impact thérapeutique, il peut entrer dans 2 cases principales, soit à visée symptomatique, soit à visée pronostique. Il y a un autre intérêt du dépistage, c'est visée médico-légale, mais on n'en parlera pas. Donc, à visée symptomatique, c'est toujours intéressant de rappeler que la douleur thoracique et l'angor, c'est un symptôme qui peut paraître assez simple, qui est très bien défini, mais que finalement, globalement, vous voyez un patient en consultation qui a l'air de présenter un angor typique. Statistiquement, ce sera pas de la maladie coronarienne, c'est autre chose. Et donc, on peut pas adresser tous les patients en coronarographie d'emblée pour un bilan. On a besoin d'affiner la probabilité diagnostique, parce que sinon, on s'en sortirait pas et on peut pas faire des examens invasifs à tout le monde. Donc, dans le temps, le test le plus fréquent et le plus facile à réaliser, c'était l'épreuve d'effort simple. Donc ça, c'était très bien quand on n'avait que ça. Mais aujourd'hui, on a quand même des examens de routine qui sont plus performants et qui sont faciles à mettre en œuvre, qu'on utilise tous les jours. Et les 3 chefs de file, c'est l'échographie d'effort, la scintigraphie, et puis pour nous, en cardiologie interventionnelle, la mesure de la réserve coronaire qui permet de répondre à la question en direct quand on a déjà commencé un examen invasif. Le traitement médicamenteux à visée symptomatique, le chef de file, bien sûr, est bêta-bloquant. Je ne vais pas vous refaire toute la littérature, mais c'est des choses, depuis 40 ans, on sait que ça fonctionne, mais je pense qu'on pouvait espérer faire un petit peu mieux que juste les médicaments. Et donc, dans la revascularisation, on s'est dit qu'on allait comparer la revascularisation au traitement médicamenteux.
Malheureusement, sur des études en double aveugle, on ne montre pas forcément de bénéfices à la revascularisation, et notamment en angioplastie, sur l'amélioration des capacités à l'effort. Et c'est encore un sujet de recherche, parce qu'en 2023, l'étude sur le congrès américain de cardiologie, l'étude qui a été présentée, c'était Orbita 2, et qui visait à comparer l'angioplastie versus une procédure placebo, sans traitement de Langor, pour voir si en fait l'efficacité de l'angioplastie elle était due à un effet placebo ou s'il y avait vraiment un effet sur Langor. Donc on est quand même rassuré parce que ça marche, mais finalement on voit que la recherche d'ischémie, ça permet le diagnostic positif de la maladie coronarienne, ça permet de guider le traitement anti-ischémique, mais il n'y a pas de supériorité prouvée de la revascularisation comparativement au traitement médicamenteux. Par contre, probablement que ça permet de diminuer la pression médicamenteuse, que sur des profils de patients sélectionnés, ça fonctionne bien, notamment par exemple ceux qui vont pas être très observants sur le plan des traitements anti-ischémiques. Mais on comprend du coup les recommandations qui montrent que c'est indiqué, mais uniquement chez les patients qui restent symptomatiques sous traitement. Alors le deuxième gros sujet, c'est est-ce qu'il faut dépister l'ischémie à visée pronostique ? Et donc là, on va voir que la route, c'est pareil, elle est semée d'embûches. On a eu des études observationnelles qui sont assez vieilles, qui datent du début des années 2000, qui avaient tendance à montrer que la revascularisation améliorait le pronostic des patients comparativement au traitement médical. Que globalement, quand l'ischémie myocardique elle était plus sévère, les gens avaient tendance à mourir plus, et que dans les groupes qui avaient le plus d'ischémie, le fait de revasculariser les patients, ça améliorait le pronostic. Donc les premiers à avoir montré un petit effet sur la mortalité et l'hospitalisation pour cause cardiovasculaire, c'était les chirurgiens avec la chirurgie de pontage d'une maladie coronarienne stable avec un petit bénéfice dans un groupe une étude qui s'intéressait au traitement de l'insuffisance cardiaque. Pour autant, concernant l'angioplastie, ça c'était une grosse étude qui était parue en 2007, étude Courage. Et on voyait pas forcément de bénéfice à la revascularisation percutanée comparativement au traitement médical. Alors, je sais pas où vous étiez en 2007. Moi, j'étais au collège. Et donc, voilà, c'était l'époque on avait un petit peu avancé par rapport à la fin des années 90. On avait inventé le clopidogrel, on connaissait les stents tenus. Et du coup, on se dit, peut-être qu'il faut encore avancer. Et finalement, il a fallu attendre une troisième génération d'études avec l'apparition des stents actifs et puis le guidage de la sélection des lésions vraiment précis, et notamment avec l'utilisation de la FFR, pour avoir des études qui sortaient sur le pronostic. Et encore, là, je vous sors une méta-analyse qui montre un bénéfice sur la mortalité cardiaque, mais toutes les études ne sont pas si claires. Alors finalement, est-ce que la question c'est est-ce que le timing de la revascularisation dans la maladie coronarienne stable n'est pas important? Et je pense qu'il y a l'étude Ischemia qui est parue en 2019, je crois, qui, je pense, répond bien à la question, qui visait un groupe qui bénéficiait d'une revascularisation d'emblée et le deuxième groupe qui avait un traitement médical en première intention, plus ou moins une revascularisation secondaire si les traitements et les symptômes n'étaient pas suffisamment contrôlés. Et donc là, à nouveau, on retrouve plus de différence sur l'évolution pronostique, c'est quand même à 5 ans. Et il n'y avait que 20% de crossover entre le groupe traitement médical, c'est-à-dire qu'il n'y avait que 20% des patients traités médicalement initialement qui étaient revascularisés secondairement parce qu'ils étaient incontrôlés. Finalement, ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être 80% des patients qu'on pourrait traiter juste avec les médicaments. Un cas particulier qui est celui du post-infarctus, les lésions secondaires, les lésions résiduelles après l'infarctus. Ça, c'était l'étude complète qui est parue à peu près en même temps, où là, cette fois-ci, on trouvait un bénéfice à revasculariser les lésions secondaires qui n'étaient pas responsables de l'infarctus chez les patients qui étaient pluritronculaires. Alors pourquoi et comment on peut expliquer probablement cette différence pronostique?
Eh bien, probablement que la population post-infarctus, elle est plus homogène. C'est-à-dire que c'est tous les patients ils ont tous eu une ischémie myocardique, probablement une petite séquelle. Tous les patients sont traités par bithérapie. Et donc, on neutralise le risque hémorragique, on neutralise probablement le risque d'infarctus périprocéduraux dans la revascularisation secondaire. Et à ce moment-là, on montre un bénéfice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le post-infarctus, on recommande de revasculariser toutes les lésions qui ont un impact sur l'ischémie. Ah, merde. Finalement, sur le pronostic, les résultats ils restent hétérogènes. Il y a un bénéfice dans les études observationnelles, ça c'est assez clair et net. Et la supériorité de la revascularisation dans les études randomisées, ça reste discutable. Il y a probablement un petit impact des infarctus périprocéduraux. Faire une élévation de tropo à 200 ou 300 quand on pose un stent de façon programmée, on pourrait se dire c'est pas très grave, mais on voit qu'il y a un vrai effet sur la mortalité, donc c'est assez dur. Et pourquoi est-ce que finalement ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à répondre à cette question? Probablement qu'il s'agit d'une population très hétérogène. Que dans les grandes études randomisées, il y a un biais de sélection qui est évident. Je pense que les patients les plus sévères, ils ne sont pas inclus. Que ça participe probablement à diminuer l'efficacité de la revascularisation. Et que en plus, dans ces grandes études, il y a un taux de crossover qui est important depuis le groupe traitement médical vers l'angioplastie et la revascularisation secondaire, qui est dans les études entre 20 et 50%. Donc ça fausse un peu le suivi pronostic. On va parler rapidement des patients asymptomatiques et je vous présente très rapidement un patient qui m'a marqué, que j'ai pris en charge il y a 2 mois. J'étais un patient de 79 ans, très bon état général, juste des symptômes de malaise vagaux, à haut risque cardiovasculaire hypertendu dyslipidémique, qui donc a été classé par son cardiologue asymptomatique à haut risque cardiovasculaire. Il lui a programmé une scintigraphie systématique, un petit peu pour recherche d'ischémie, et puis on trouve dans le territoire inférieur, à l'effort, un défect perfusionnel qui suggère une ischémie inférieure. Patient qui est adressé en coronarographie, difficulté d'abord parce que 79 ans, très haut risque cardiovasculaire, c'est jamais toujours simple. Échec d'abord radial bilatéral, et donc on va finalement passer par voie fémorale pour réaliser la coronarographie, et on trouve une occlusion de droite. À ce moment-là, on peut discuter de traiter médicalement. Est-ce qu'il faut essayer de rouvrir cette artère? C'est mon compte rendu, il se conclut là-dessus. Et puis, malheureusement, le patient il évolue mal. À 3 heures, il fait un déficit neurologique. Il est adressé à l'IRM en urgence. Il retrouve des lésions emboliques multiples. Il fait du bon état général. Il a décidé de le fibrinoliser. Et malheureusement, à J3, il évolue mal et le patient décède. Alors à ce moment-là, il faut se demander, est-ce que il fallait vraiment faire cet examen-là chez ces patients qui se plaignaient de rien? Et on ne le voit pas forcément quand on ne fait pas de cardiologie interventionnelle, mais c'est vrai que c'est jamais des actes anodins. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il fallait pas faire l'examen de ce patient, mais si on simplifie, ce patient il n'avait rien demandé, il vient chez nous, et malheureusement il ne ressortira pas. C'est très rare, mais ça arrive. Est-ce que pour autant il ne faut pas évaluer ces patients? Je ne suis pas sûr. À ce jour, il n'y a pas d'études spécifiques de grand impact sur les patients qui sont asymptomatiques. Néanmoins, les grandes études que j'ai présentées, notamment Courage, Ischemia, elles intègrent 15 à 20% de patients asymptomatiques dans les cohortes. Et on sait qu'on a déjà des difficultés importantes à montrer un impact pronostique chez les patients symptomatiques. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà. Dans la cascade de l'ischémie, le symptôme d'Angor, c'est les patients les plus évolués. Donc chez les patients asymptomatiques, c'est probablement encore plus difficile de montrer un impact bénéfice sur le pronostic, alors que on n'arrive pas très bien à le mettre en évidence chez les patients symptomatiques. Vous avez d'autres voies d'action plus simples, je pense, en tant que cardiologue en consultation. Et en fait, c'est bête, hein, mais tous les facteurs de risque à prendre en charge, tout cela, on sait très bien que si on contrôle la tension, on fait cesser le tabac à un patient, on va avoir un impact de bénéfice sur la mortalité qui sera évident, alors qu'on n'arrive pas à le mettre en évidence sur un stent dans la maladie coronarienne. Il y a d'autres outils pronostiques rentables, notamment le score de risque de mortalité à 10 ans. Et vous avez d'autres façons d'évaluer précisément le risque cardiovasculaire de vos patients.
Notamment, je pense au dépistage de la maladie athéromateuse, que ce soit avec un score calcique coronaire ou juste avec un Doppler des troncs supraortiques. Vous pouvez tout d'un coup baisser le taux de l'objectif de LDL cholestérol de votre patient à moins de 0,7, avoir un contrôle beaucoup plus strict de la tension, du diabète. Et comparativement juste à dépister une ischémie tous les 4 ans, 5 ans, pourquoi tous les 5 ans, on n'en sait rien. Si on ne trouve pas d'ischémie, vous n'allez pas modifier le traitement de votre patient. Et à ce moment-là, je pense que ces outils sont probablement beaucoup plus performants. Il y a une étude en cours, un PHRC, qui vise à évaluer chez les patients coronariens stabilisés le suivi clinique systématique comparativement à une recherche d'ischémie systématique. Donc les inclusions sont en cours. Peut-être que ça permettra de répondre à la question est-ce que tous les 2 ans, 4 ans, il faut dépister nos coronariens stabilisés? Et pour les découvertes fortuites, c'est une catégorie de population qui augmente de plus en plus. Patients qui ont eu des scanners, on trouve des lésions au coroscanner, ils sont asymptomatiques. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Là, je pense qu'il faut vraiment pas se presser. D'abord, reclasser vos patients en prévention secondaire, donc c'est-à-dire optimiser vraiment les traitements cardiovasculaires, les traitements des facteurs de risque. Ensuite, prendre le temps de prouver l'ischémie. On n'est jamais pressé dans la maladie coronarienne stable de revasculariser les patients. Il faut prendre le temps de trouver quelles lésions sont vraiment impactantes et éventuellement, secondairement, les revasculariser vraiment si elles ont l'air très sévères. Donc, au final, est-ce qu'il faut dépister l'ischémie? Je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a une vraie différence probable entre la population qu'on voit dans la vraie vie et la population des études. C'est pas possible que ce soit absolument les mêmes. On le voit bien, nous, quand on inclut des patients à des lésions très serrées à 90%, on va pas prendre le risque de l'inclure dans le bras de traitement médical. Enfin, je pense qu'il y a un vrai biais de sélection qui est de notre faute, mais qui est probablement obligatoire, je pense. Le traitement médicamenteux, quand même, ça fonctionne. Et ça permet probablement d'éviter des revascularisations futiles. Donc chez le patient symptomatique, est-ce qu'il faut dépister l'ischémie? Je pense qu'on peut dire oui sans trop d'arrière-pensée, parce qu'il y a forcément un impact thérapeutique et puis il y a aussi un devoir diagnostique. Chez le patient asymptomatique, je ne sais pas, je suis pas sûr. Et je pense qu'il y a des choses qui sont qui vont avoir un impact pronostic beaucoup plus important et qui sont beaucoup plus simples et moins à risque de complications. C'est le traitement des facteurs de risque, le dépistage de la maladie athéromateuse qui est peu invasif et puis qui coûte pas cher, le traitement médicamenteux de l'angor avant la revascularisation et enfin plus ou moins faire appel à nous pour la revascularisation. C'est jamais une urgence. Et je crois qu'il en est terminé. Je vous remercie.